À seulement 28 ans, Racine, dont le nom commence déjà à être connu, va s'auréoler de gloire, mais aussi lancer une terrible polémique avec sa pièce Andromaque. Nous sommes en 1667. Quelques années auparavant, cet orphelin, qui perdit très tôt sa mère, puis son père, à l'âge le plus tendre, avait été recueilli dans les murs austères des jansénistes érudits de Port-Royal, avant de quitter ses maîtres pour rejoindre la capitale en quête de reconnaissance. Mais pourquoi précisément Andromaque ? L'histoire de cette Troyenne a pu tout d'abord toucher l'écrivain, puisque c'est l'histoire d'une mère qui, prisonnière avec son fils, va tout lui sacrifier pour le protéger jusqu'à son honneur et sa vie. Vaincue par les Grecs, le sort va tisser autour d'elle et malgré elle des liens qui vont amener au tragique destin de tous les personnages, ce qui permit à Racine de rester fidèle à sa culture classique qu'il veut honorer tout en offrant au public mondain ce que la cour aimait le plus, les histoires sentimentales. Avec ici une chaîne amoureuse où le registre galant règne en maître tout au long de la pièce. On y voit les complexités de la passion chez des êtres entiers, la jalousie, la haine. Ainsi, Andromaque, qui aime toujours son mari Hector, est aimée du roi Pyrrhus, le fils d'Achille, le meurtrier d'Hector. Elle résiste à la tentation du suicide et accepte un mariage odieux pour qu'il protège son fils Astyanax des Grecs. Pyrrhus, de son côté, refuse de livrer pour le moment le jeune homme qu'il était censé immoler à la vengeance guerrière des vainqueurs grecs. Il réprouve toute violence gratuite après la victoire et appelle à la clémence. Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant, m'eût daigné conspirer que la mort d'un enfant, mais à qui prétend-on que je le sacrifie ? La Grèce a-t-elle encore quelque droit sur sa vie ? La victoire et la nuit, plus cruelles que nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups. Mon courroux au vaincu ne fut que trop sévère. Mais que ma cruauté survive à ma colère, que malgré la pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant, je me baigne à loisir ? Non, Seigneur, que les Grecs cherchent quelque autre proie, qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie. De mes inimitiés le cours est achevé, l'Épire sauvera ce que Troie a sauvé. Mais dès qu'il croit au refus d'Andromaque de se donner à lui, il revient sur ses principes et la torture. Et vous prononcez un arrêt si cruel ? Est-ce mon intérêt qui le rend criminel ? Hélas, on ne craint point qu'il venge un jour son père, on craint qu'il n'essuya les larmes de sa mère. Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux, mais il me faut tout perdre, et toujours par vos coups. Finalement, Andromaque accepte leur prochain mariage. Pyrrhus, lui, est aimé d'Hermione, la grecque, qui, jalouse, souhaite dans un accès de folie convaincre Oreste, un héros grec, de tuer Pyrrhus le jour du mariage pour s'en venger. Oreste, qui aime aveuglément et sans retour Hermione, va céder, séduit par ses fausses promesses d'amour et malgré l'admiration qu'il voue à Pyrrhus, son compatriote grec. Le dérèglement de toutes ces passions autour du seul personnage vertueux, Andromaque, va provoquer le désastre. La mort de Pyrrhus, le suicide d'Hermione, la folie d'Oreste, rongé du remords d'avoir piétiné ses principes pour l'amour d'une femme qui l'a trompé dans ses espoirs. Quoi ? J'étouffe en mon cœur la raison qui m'éclaire. J'assassine à regret un roi que je révère. Je viole en un jour les droits des souverains, ceux des ambassadeurs et tous ceux des humains. Ceux même des hôtels où ma fureur l'assiège. Je deviens parricide, assassin, sacrilège. Pour qui ? Pour une ingrate à qui je le promets, qui même s'il ne meurt ne me verra jamais, dont j'épouse la rage, et quand je l'ai servie, elle me redemande, et son sang et sa vie. Elle l'aime, et je suis un monstre furieux, je la vois pour jamais s'éloigner de mes yeux, et l'ingrate en fuyant me laisse pour salaire tous les noms odieux que j'ai pris pour lui plaire. Mais que vois-je ? À mes yeux Hermione l'embrasse, elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quel affreux regard elle jette sur moi, quel démon, quel serpent entraîne-t-elle après soi ? Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Racine a ainsi tenu sa promesse d'allier le langage galant et sentimental à la mode de la cour d'un côté, et de l'autre les références savantes de la culture grecque, la mythologie, la catharsis, ultime but de la tragédie grecque, qui, par la violence du sujet et la victimisation, doit apprendre à l'homme à mieux réagir face à des situations semblables et réelles. Enfin, la réflexion plus universelle
sur la destinée de l'homme, dont les choix qui paraissent libres l'amènent, quoi qu'il décide, à un destin tragique et inéluctable. La pièce rencontre à la cour un immense succès qui assoit sa célébrité. Pourquoi la pièce fut alors si critiquée en dehors de la cour? En effet, la troupe de Molière, par l'intermédiaire de l'écrivain Sublimi, fustige Racine et fait jouer une parodie d'Andromaque, appelée La folle querelle. Molière et Sublimi étaient-ils jaloux de lui? Serait-ce une revanche de Molière, dont l'actrice et maîtresse Mademoiselle Duparc a quitté la troupe par amour pour Racine, qui lui donne le rôle d'Andromaque? Il est en tout cas certain que Racine suscita la levée d'une armée de boucliers parce que cette petite pièce, dont on ne voit plus de nos jours toute l'audace, a ni plus ni moins révolutionné le théâtre classique. En effet, en faisant passer pour la première fois dans une tragédie l'amour au premier plan, les amateurs de Corneille crièrent au scandale. Corneille, considéré comme le maître à penser de la tragédie moderne, avait donné une place secondaire à l'amour, face aux enjeux politiques, jugés plus nobles, comme moteur d'action. Racine, incompris, fut placé alors en dessous de Corneille, dont les héros étaient plus forts et virils. Ceux de Racine paraissaient trop humains, trop proches finalement des gens faillibles, puisqu'ils s'intéressaient avant tout à leur cœur. Et vu comme trop humble, Pyrrhus n'effraie plus comme avant. Il n'est pas assez violent, ni assez tyrannique. Il est plus naturel, il hésite, il n'ose pas. Andromaque, elle, est vue comme étourdie. Et tous ne meurent pas à la fin. Andromaque et Astyanax restent, comme un symbole d'espoir. Nous sommes avec cette pièce en plein cœur de la querelle des anciens contre les modernes, dont les derniers, avec Molière, attaquent ici Racine, pour n'être ni d'un côté ni de l'autre. Mais le XIXe siècle romantique rendra honneur au talentueux Racine, comparé à Shakespeare pour avoir fait descendre les héros de leurs nuages et nous les rendre plus semblables. Et peu importe s'ils portent en eux cette fragilité dans les sentiments. Certains y verront au contraire une plus grande force d'âme. Ainsi Stendhal admirait cette peinture des passions, tempérée par l'extrême dignité à la mode. Les mots qui cachent, à son époque, les mêmes terreurs et tragédies des époques passées, les mêmes tensions de la violence humaine dissimulée par le langage de l'homme moderne. En cela, il tient une gageure et signe sa première tragédie véritablement racinienne. Un nouveau style est né. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les inspirations de l'épopée homérique, n'oubliez pas de vous rendre au musée de Melun ou de suivre sur Culture Plus l'histoire d'Homère et de ses héros à travers de magnifiques œuvres qui vous seront décryptées. Enfin, n'hésitez pas à venir emprunter à la médiathèque de l'Astrolabe nos livres sélectionnés sur nos tables thématiques à partir de janvier, dont l'une est spécialement dédiée ce mois-ci à l'univers d'Andromaque.